Hmm. Bonjour Yves et bonjour à tous. Je me permets donc de te présenter pour tous les spectateurs présents aujourd'hui. Comment vas-tu? En forme? Oui, oui, merci Raphaël. Oui, ça va. Bonjour à toi aussi, bonjour à tout le monde. Donc tu es psychothérapeute spécialisé dans les traumas et troubles de l'attachement. Tu es cofondateur de l'Institut Therapeutia. Tu présides la Présia et tu es également cofondateur donc d'IPK e-learning. Euh, Tu participes aujourd'hui à ce webinaire. Peux-tu m'en dire un petit peu plus sur les outils que sont donc le self, la présence à soi, nos réactions et la compassion? Euh, Quelques mots d'introduction. C'est toutes les questions à la fois. Donc, oui, c'est vrai que c'est vrai qu'un sujet qui revient très très souvent, c'est un petit peu un sujet mode, hein. On parle beaucoup de pleine conscience, de mindfulness, donc là tout ce qui est méditation. Et donc, ce qui se passe, c'est que on constate qu'effectivement, le retour à soi, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le self, qui est une sorte d'état intérieur où on est spontanément calme, serein, dans la compassion plutôt au sens bouddhiste, c'est-à-dire une forme d'amour inconditionnel, donc on n'attend rien de l'autre. Ce sont des sujets qui sont très importants parce que souvent, dans le cadre de notre éducation, on est un petit peu coupé de ça, ou simplement aussi par nos histoires de vie. On est coupé de cette ressource naturelle que nous avons tous au départ, et nous déclenchons une série de comportements qui vont être adaptés en fonction de ce que nous avons vécu comme événement de vie, plus ou moins difficile ou plus ou moins facile, et ainsi que notre environnement émotionnel et affectif. Donc en gros, en fonction de toutes les nourritures affectives que nous aurons reçues, ben, nous aurons une capacité ou non à nous faire confiance, à pouvoir nous développer dans notre pleine conscience et avec l'ensemble de nos compétences ou aptitudes de base, et dans d'autres cas, ben, on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est donc effectivement une question très mode, mais à la fois très importante dans toute une série de thématiques. Très bien, merci. Euh, Concrètement, à qui est-ce que sont adressés ces outils? Des professionnels, des particuliers? Ok, donc on a les deux, hein. Donc c'est vrai que ben, tout ce qui est travail sur le self, la présence, la compassion, la pleine conscience, ben, ça s'adresse à monsieur tout le monde. Donc on peut être, ça s'adresse des enfants, bon, j'ai envie de dire comme Tintin, de 7 à 97 ans ou de 7 à 77 ans, mais ça peut être avant et même après. Et au niveau du type de public, on peut s'adresser effectivement tant aux particuliers qu'aux professionnels. Les particuliers, eh bien, ça va leur permettre de pouvoir mieux gérer des niveaux de stress. Donc, lorsqu'on pratique ce type de travail, et j'expliquerai juste après avec quels outils on pourrait essayer, il n'y a pas que la pleine conscience, on va entraîner notre système, notre corps, à mieux résister à certains niveaux de stress, c'est-à-dire à moins le prendre, et à plus vite récupérer de ces niveaux de stress. Donc on peut effectivement non seulement avoir une meilleure résistance, mais une meilleure faculté d'adaptation et de résilience, c'est-à-dire d'élimination de ces niveaux de stress, plutôt que de les garder en soi et de développer peu à peu un état intérieur qui peut nous amener jusqu'à un burn-out ou une dépression, par exemple, ou même des maladies auto-immunes où toute une série d'émotions ne sont pas exprimées et finissent par se retourner, des émotions négatives, hein, et finissent par se retourner contre nous. D'un point de vue professionnel, l'intérêt, c'est que par ces outils, on peut accélérer le processus de retraitement de certains traumas, et plus on va vers des traumas complexes, c'est-à-dire plus on a des traumas à répétition, ou des traumas d'origine diverse mais qui se répètent dans le temps, ou des traumas qui ont duré relativement longtemps sur un certain nombre de semaines, de mois, voire d'années, eh bien, on a besoin de ce type d'outils parce que cette connexion à soi a souvent été très très abîmée, voire n'a pas du tout existé dès notre enfance. Et donc on a besoin de pouvoir se reconnecter à cet espace pour pouvoir installer des ressources et faire tenir des ressources. Donc des ressources, par exemple, ce serait aller travailler sur des croyances positives du style j'ai de la valeur, je suis capable. Bien on observera en tant que professionnel que c'est très difficile de faire tenir ce type de ressources si on n'a pas un accès à cet état de base, une sorte d'état de départ compassionnel ou compassionné qui permet d'être juste centré sur une sorte de sérénité intérieure naturelle. Donc, on va essayer de développer une série d'outils, de démarches qui vont aller en crescendo. C'est comme un escalier, sans brusquer la démarche. Donc, on va franchir une marche, on va observer si cette marche
semble tenir? Est-ce qu'on arrive à le faire de façon naturelle? Est-ce que je ne dois pas forcer mon système? Est-ce que je ne suis pas obligé de lutter contre moi-même? Et si ce n'est pas le cas, eh bien je peux essayer de franchir un niveau supérieur et à nouveau je vais aller comme ça en crescendo. Si à un moment j'observe que je n'y arrive pas, ben, je vais revenir au niveau juste avant pour ne pas forcer le système. Il y a vraiment un concept de base, c'est bon, ça a été utilisé par Jung, ça vient aussi de la sagesse hindoue, hein, c'est tout ce à quoi on s'oppose résiste, et tout ce à quoi on résiste persiste. Donc si je reste dans un blocage, si je veux forcer mon système avec des parts intérieures, des parties intérieures de moi, qui voudraient dire la partie plus pugnace, plus combative, qui dit oh, je dois absolument y aller, hein, je dois mordre sur ma chic, là, je pourrais forcer la partie qui est épuisée et qui pourrait finir par se rebeller, créer une résistance intérieure. C'est comme ça qu'on retrouve des personnes qui, par exemple, peuvent développer de la procrastination, hein, une difficulté à s'y mettre et à reporter toujours au lendemain ce qu'ils doivent faire parce qu'ils n'arrivent pas simplement à mobiliser leur énergie à suffisance pour monter leur projet et vraiment le lancer. Il y a toute une série de croyances, de comportements qui se sont mis dans le chemin et qui obstruent, qui empêchent la personne d'aller vers ses objectifs. Tu parlais de conflits, Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret dans lequel justement ces outils pourraient être utiles? Et alors, quel est, on va dire, le point de départ de la réflexion, en tout cas du mécanisme à avoir Oui. Je vais peut-être rappeler comment fonctionne le cerveau de façon très, je dirais, à la grosse louche. Hein. Donc le cerveau humain, c'est évidemment un outil génial. Hein. Je ne sais pas si tu sais, mais dans un seul cerveau humain, on a plus de connexions que dans l'ensemble de tous les ordinateurs du monde qui seraient connectés les uns avec les autres. Donc on est vraiment un super ordinateur. Ça veut dire aussi que nous avons une série de facultés et de compétences il y a des compétences innées, il y a des compétences acquises, donc des choses qu'on apprend. Donc par exemple, notre cerveau fonctionne comme ceci. Nous sommes bombardés de stimuli, ce sont des stimuli qui viennent tant de l'extérieur que de l'intérieur, et nous analysons de l'ordre de 10 millions de stimuli par seconde. Donc les stimuli, c'est vraiment tous nos sens, hein, donc ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons, ce que je goûte, mes pensées, des événements auxquels j'assiste, auxquels je participe, les livres, les films, etc., etc. Donc 10 millions de stimuli. Tous ces stimuli sont analysés de façon binaire. C'est vraiment comme un ordinateur, c'est blanc-noir. Maléfique, bénéfique, maltraitant, bien traitant, malveillant, bienveillant, etc. Et donc ce qui va se passer, c'est que l'information arrive dans une partie du cerveau qu'on appelle le thalamus. Le thalamus, c'est comme un routeur informatique qui va redistribuer l'information. Et ce routeur, le thalamus, va l'envoyer en même temps par une voie rapide et par une voie lente. La voie lente va passer par le cortex, c'est-à-dire le cerveau pensant, analytique. La voie rapide va passer par l'amygdale, qui est une sorte ou les amygdales, qui sont une sorte de centrale d'alarme, et par l'hippocampe, qui possède les mémoires chargées émotionnellement. Ça veut dire tout ce que nous avons déjà vécu, mais également certaines mémoires chargées transgénérationnellement parlant. C'est-à-dire que on sait maintenant que certains gènes vont s'exprimer plus rapidement, vont être plus sensibles à certains niveaux de stress, par exemple, si dans nos ancêtres, dans nos aïeux, on a eu des personnes qui ont vécu un certain type d'événement. Donc on a fait des recherches, par exemple, sur les survivants des camps de la mort, hein, la Shoah, et on sait que les enfants des survivants ont une expression génétique, c'est-à-dire une rapidité de réaction, de réactivité de certains gènes à un certain type de stress, plus rapide que leurs parents qui avaient survécu au camp, alors que eux ne l'avaient pas connu, et leurs enfants à eux, donc les petits-enfants des survivants, c'est encore plus rapide. Donc c'est évidemment une faculté d'adaptation parce que notre cerveau, ben, il est fait pour quoi? Mais il est fait notamment pour nous aider à survivre. Donc nous avons trois parties principales dans le cerveau. On a le cerveau reptilien qui s'occupe de la survie. On a le cerveau limbique qui s'occupe des aspects physiologiques, des données physiologiques, donc la réparation de nos cellules, la respiration, le rythme cardiaque. Et puis on a le cerveau pensant, le cortex, qui lui essaie d'analyser et de façon cognitive, c'est-à-dire de façon vraiment croyance, connaissance, d'analyser la situation pour l'interpréter en fonction de ce que nous avons connu et de ce que nous connaissons, aussi plus intellectuellement parlant, mentalement parlant. Et bien comment ça se passe? Il y a 10 millions de stimuli. Si les stimuli sont décrétés comme étant dangereux, l'amygdale recevant l'information, la confirmation par l'hippocampe, c'est la voie rapide, déclenche l'alerte. Le reptilien va passer aux commandes. Le reptilien va poser plusieurs actes. Il va d'abord couper l'accès au cerveau pensant, au cortex. Il va lui dire, mon chéri,
t'es très malin, mais tu me ralentis pour la survie, parce que dans la demi-seconde qui suit le déclenchement, ou au maximum 3 secondes, je dois déclencher un réflexe de survie pour justement répondre à l'urgence qui est analysée, interprétée automatiquement comme une situation de vie et de mort. Donc c'est vraiment un réflexe qui s'appelle fight, flight, freeze. Fight, ben, je me prépare à combattre pour sauver ma peau. Flight, je prends mes jambes à mon cou parce que j'essaye de me sauver du prédateur présumé qui est en train de m'attaquer. Et free, je fais le mort, je me cache, hein, j'essaie de me faire le plus petit possible. C'est un peu la position des hérissons quand ils traversent la route. Hein, c'est pas la meilleure idée du monde, évidemment. C'est quelque chose qui est vraiment, au départ, inné, et c'est une réaction innée. Donc, dès que je suis passé dans ce mode fight, flight, freeze, le cerveau reptilien va aussi demander au cerveau limbique d'accélérer le rythme cardiaque, la respiration, parce qu'il a besoin d'amener rapidement de l'oxygène aux muscles pour justement se préparer à combattre, à s'enfuir, etc. Donc c'est un mécanisme très rapide. Alors on a déjà vu ça dans toutes les situations. Hein. Un des meilleurs laboratoires, c'est le couple. Si tu as déjà été en couple et que tu t'es pris la tête avec ton compagnon, ta compagne, ben, tu peux effectivement observer que tu passes en mode fight, flight ou freeze. Hein, je donne un exemple, souvent le même d'ailleurs. Monsieur, madame rentre un peu stressé et dit oh, dis, t'as pas vu mon livre? Là, je l'avais laissé là ce matin, je le trouve plus. Hein, donc tu vois mon visage, il est un peu stressé. Mon ton de voix est stressé, stressant. La personne qui est avec moi va entendre ça. Donc l'amygdale, ça va faire une série de voyants qui vont s'allumer en disant alerte. Hein, la personne va nous regarder, va me regarder, va observer que je suis effectivement tendu. C'est encore autant de voyants qui s'allument. Et s'il y en a suffisamment qui s'allument, je déclenche. La personne va déclencher le mode survie, va répondre, si elle est en mode combat, bah écoute, non, hein, c'est tes affaires, t'as qu'à savoir où tu mets tes affaires. Du coup, moi, je vais me déclencher, parce que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle me mord le nez? Je demandais juste où était mon livre, hein, je ne réalise pas que j'étais stressé et stressant. Résultat des courses, l'autre, moi je me sens attaqué, donc je vais soit t'attaquer, soit je vais m'enfuir. Si je m'enfuis, ben, je quitte la pièce, je dis, oh, je vois que t'es de bonne humeur, hein, je quitte la pièce. Si je suis dans le mode agressif, combat, je vais augmenter le niveau, je vais dire, bah, écoute, c'est sympa, je te demandais juste où était mon livre, je vois que tu es de bonne humeur, hein, et alors on est parti, c'est la course à l'armement, c'est l'escalade, et c'est la fin du monde. Donc, une des façons d'observer si nous sommes dans notre présence, dans ce self, dans cet espace compassionné, naturellement, serein, eh bien, c'est d'observer si je suis en réaction à ce que me dit l'autre. Donc, première chose à faire, c'est essayer d'arriver à pouvoir prendre du recul par rapport à la situation et me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Tiens, je suis en train de me stresser, j'observe que dans mon corps, j'ai des réactions physiologiques de stress, hein, montée d'adrénaline, de cortisol, etc., pour répondre à l'urgence. C'est pas normal, on est juste en train de parler d'un bouquin, ça n'a pas de sens. Donc je peux, par cette prise de conscience, même si mon cortex n'a plus le moyen de me calmer, je peux peu à peu entraîner mon esprit à pouvoir me détacher de ça, me désidentifier de ce que je suis en train de vivre, pour mettre en place une série d'outils qui vont permettre de mieux entraîner mon système, et c'est ce qu'on appelle le système parasympathique, à mieux répondre à l'alerte qui a été déclenchée notamment par l'activation du système sympathique. Donc je vais essayer, c'est un peu comme si le sympathique était un peu l'accélérateur et le parasympathique le frein, c'est pas tout à fait vrai, hein, mais c'est une image. Donc je vais essayer d'appuyer par exemple sur des points d'acupression, hein, des points d'hypnose, ou pardon, pas des points d'hypnose, mais des points de médecine chinoise, parce que ça va aller stimuler mon système parasympathique, ce qui va demander à mon cerveau limbique, qui s'occupe du corps, de sécréter des hormones de relaxation. Donc c'est un petit peu du déconditionnement, mais mentalement, spirituellement parlant, on peut aussi se préparer à ça. Donc si je fais des exercices, par exemple, de type de cohérence cardiaque, donc de la respiration, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, c'est un exercice de cohérence cardiaque, je peux amener mon système à mieux répondre, à mieux réagir au niveau de stress et à plus vite récupérer. Je peux diminuer par exemple de 50% à peu près les niveaux de stress et d'angoisse, d'anxiété que je porte. Donc c'est vraiment des outils assez efficaces. Et à côté de ça, on peut augmenter ce type d'outils par de la visualisation de type compassionnel, qui vont aller entraîner, on va dire, nos parties, c'est-à-dire notre petite tribu intérieure, hein, le Yves ou le Raphaël de bonne humeur, le Yves ou le Raphaël de mauvaise humeur, le Yves ou le Raphaël qui ont peur, qui se saisissent, le Yves ou le Raphaël qui se sentent stressés ou angoissés, le Yves ou le Raphaël qui sont blessés. Ça va entraîner un peu toute cette famille à pouvoir réaccéder à cet état intérieur et le reconnaître. Parce que le problème de fond, c'est que nos parties, c'est-à-dire nos facettes comportementales, nos facettes d'humeur, ont perdu le sens et le,
la connaissance de cette présence intérieure, de cet état intérieur. Ça, c'est vraiment l'origine. Si on arrive par certains exercices à se reconnecter à ça, eh bien, on va pouvoir assez rapidement pouvoir trouver une stabilité réelle sur laquelle on va pouvoir après construire ou développer des ressources. Et puis de là, ben, aller retraiter les traumas, les événements de vie, les croyances, les fantasmes, ou même la représentation des personnes qui m'activeraient dans ma vie, afin justement de les retraiter et de pouvoir les neutraliser et de pouvoir les vivre différemment. Est-ce que c'est assez clair pour toi? Oui, merci. Plusieurs éléments me mettent un petit peu la puce à l'oreille. Le premier dont tu parles vraiment donc de rationalisation pendant le conflit, etc. Mais j'imagine que comme toute discipline, ce type de réflexe ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Donc, est-ce que tu peux un petit peu me promener à travers justement donc l'évolution donc de l'apprentissage, quels sont les outils et quels sont les exercices que tu peux faire pour, en tout cas en quelques mots, pour présenter ces différents outils. Et alors, quelle est, on va dire, concrètement la réaction à avoir pendant le conflit justement pour arriver à réveiller ces outils? Je vais peut-être remettre une petite base de définition. C'est pas une définition qui est évidemment figée, hein. C'est une définition sur base de mon expérience et de mon expérimentation. Donc moi, ce que je vais appeler le self, hein, et la présence à soi, c'est vraiment un état intérieur où on est naturellement et spontanément serein et compassionnel. Et la compassion, c'est un élément que je veux aussi expliquer. C'est pas vraiment la compassion au sens christique du terme. Hein, c'est pas porter la souffrance avec l'autre, hein, compatore, porter avec, souffrir avec. Ce n'est pas non plus de l'empathie, alors parce que ce sont aussi des termes qui sont assez importants. Alors il y a une raison, c'est que dans un des derniers ouvrages de Mathieu Ricard, donc qui a écrit un livre qui s'appelait Plaidoyer pour l'altruisme, c'est assez intéressant à lire parce que il citait notamment une étude qui a été faite sur des méditants, donc sur des personnes qui font de la méditation, et ils ont fait une étude comparative avec des méditants empathiques et des méditants compassionnels. Compassion dans le sens bouddhiste, c'est avoir l'intention de faire quelque chose, même si on ne précise pas quoi, en plus d'être dans l'écoute et la présence à l'autre. Dans l'empathie, c'est vraiment la notion d'être présent à l'autre et de l'écouter et de vraiment pouvoir se mettre à sa place quelque part. Alors ce qu'on a observé, c'est que lorsqu'on faisait une méditation de type empathique, eh bien les zones de la douleur du cerveau s'activaient. Ce qui n'est évidemment pas le meilleur ou pas la meilleure idée du monde si on cherche à retraiter des éléments, des choses. Donc, lorsqu'ils ont comparé avec les méditants compassionnels, eh bien, on a observé que ces mêmes zones de la douleur ne s'activaient pas. C'est pour ça que dans les travaux que nous cherchons à faire, et il y a des ouvrages assez intéressants aussi de Paul Gilbert, ils sont à l'heure actuelle toujours en anglais. Normalement, l'année prochaine, en 2015, il y aura une traduction faite par deux amis français qui sont psychiatres. Il y a Pascal Delamilieur et Francis Gaissens. Ils sont en train de terminer la traduction, l'adaptation d'un des livres qui s'appelle Thérapie centrée sur la compassion, donc Compassion Focused Therapy, de Paul Gilbert. Paul Gilbert est un professeur d'université de psychologie à l'université de Derby, donc en Angleterre, en Écosse. Donc, ce sont des outils qui vont amener peu à peu la personne à se connecter avec cette compassion et cet état intérieur. Alors, comment je fais personnellement? Eh bien, je vais, comme je l'avais expliqué juste avant, je vais proposer à mes clients, mes patients, aux personnes que j'accompagne, à se mettre d'abord dans une respiration de type cohérence cardiaque. Alors pourquoi? Mais parce que l'institut, donc le HeartMate Institute, donc l'institut, on va dire de gestion du cœur, qui est un institut assez connu aux États-Unis, a développé les programmes de cohérence cardiaque. On a observé qu'en respirant une certaine vitesse, donc 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, on amenait le cœur à une certaine cohérence, ce qui fait qu'il bat à un certain rythme, le sang passe à une certaine vitesse au niveau des artères et des veines, il va stimuler certaines zones cellulaires au niveau de ces artères, qui vont déclencher une réponse au niveau du cerveau limbique de sécrétion d'hormones de relaxation, donc de la sérotonine, des endorphines, comme si on avait fait une bonne séance de gym. Résultat des courses, on diminue les niveaux généraux d'angoisse, et si on ajoute à cela une visualisation de type compassionnel, qu'on appelle dans le bouddhisme Tonglen, eh bien, on va pas prendre la méditation Tonglen pure et dure au départ, parce que pure et dure, normalement, quand vous inspirez, vous imaginez que vous amenez à vous toutes les tensions du monde, toutes les peines, les souffrances du monde, elles se transforment et vous renvoyez de l'amour inconditionnel, de la compassion. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'imaginer un nuage noir qui viendrait vers soi, qui est transformé, que je renvoie en nuage blanc. Beaucoup de personnes ont difficile avec ça. Donc,
Dans un premier temps, on va décomposer les exercices en imaginant qu'à l'inspire, on inspire simplement ce qui est là, et on renvoie de la compassion, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel, dans un premier temps à l'univers. Et on va faire ça 3 fois par jour, 5 minutes, c'est matin, midi, soir. Alors il y a une raison à nouveau, c'est que si je le fais à plusieurs reprises pendant la journée, je vais installer peu à peu cet état qui va perdurer tout au long de ma journée et qui va pouvoir avoir un effet tout au long de cette même journée. Donc peu à peu, on peut conserver les bénéfices de notre travail du matin, puis du midi, puis du soir, sur les 24 heures que nous vivons. Donc ça, c'est un premier effet. Deuxième effet, effectivement, ça va entraîner peu à peu le nerf vague, qui est en lien avec le système parasympathique, donc le frein. Ça va entraîner le nerf vague à mieux résister au niveau de stress, et donc à mieux répondre à ce stress sans le prendre, et s'il le prend quand même, à pouvoir mieux s'en débarrasser ou plus rapidement. Donc l'inconscient va à un moment peu à peu passer automatiquement dans ce type de respiration. Il va prendre le rythme 5 secondes, spontanément, dès qu'il y a du stress, parce qu'il a acquis la compétence d'utiliser cette respiration pour éliminer naturellement le stress. La visualisation, elle, amène une dimension supplémentaire. C'est qu'elle porte l'attention sur un état d'esprit de compassion qui nous reconnecte avec cet état intérieur que nous avions quand nous étions enfants. Il y a d'ailleurs des études qui ont été menées par un certain Warmaker et Tomasello, donc ce sont deux chercheurs, qui ont fait des études sur la compassion et l'empathie naturelle des enfants. Et si vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver des vidéos vraiment super chouettes. On voit des enfants d'1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, qui spontanément vont aider des adultes en difficulté, qui font un peu comme les Teletubbies, hein, ils font des grognements, ils se cognent, ils n'arrivent pas à ouvrir une armoire, on voit l'enfant qui le regarde, et puis qui va spontanément ouvrir l'armoire, recule, lui fait un sourire, et puis voilà, donc va spontanément aider la personne. Donc cet espace, nous l'avions tous. Mais nos histoires de vie, quelquefois, nous ont empêchés de rester connectés avec cet état, et donc du coup, notre environnement, notre famille, nos vécus, et donc du coup, on a perdu cette capacité. Donc si je construis une reconnexion avec cet état par la visualisation de type compassionnel, en augmentant tout doucement le crescendo de la compassion que j'envoie, donc d'abord à l'univers, et puis par exemple à moi-même, et puis peu à peu à moi-même, comme si je me voyais, parce que ça crée encore une dimension différente, et puis par rapport par exemple à une situation précise, éventuellement même à une personne précise, et bien peu à peu je peux vraiment soigner et accéder à un état beaucoup plus de paix intérieure, beaucoup plus de pardon. Et à nouveau le pardon, c'est pas une idée je dois pardonner parce que ça fait New Age, c'est parce que tant que je continue à porter une colère ou un ressentiment intérieur, ben, que se passe-t-il? Je suis en réalité en train de m'empoisonner. Il y avait une citation de Nelson Mandela que je trouvais super chouette. Mandela avait été interviewé par des journalistes à la sortie de prison lorsqu'il allait commencer à négocier avec le gouvernement d'Afrique du Sud, donc avant qu'il passe lui-même au pouvoir et qu'il reprenne la présidence. Et il était très très surpris par les questions des journalistes. Donc il avait quelque chose en main, un verre, une bouteille d'eau. Il a dit, je trouve étonnant que les gens intelligents imaginent qu'en buvant le poison du ressentiment, ça va tuer leur ennemi. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est que tant que nous restons coincés dans des émotions négatives, eh bien ces émotions négatives nous empoisonnent, nous, pas l'autre. Donc le but, évidemment, c'est pas de pardonner nécessairement tel quel, dans un premier temps, à son abuseur ou à la personne qui nous a maltraités, mais c'est d'arriver à pouvoir atteindre cet état de paix intérieure qui, peu à peu, va nous permettre de nous détacher, de nous désidentifier de ce que nous avons vécu. C'est-à-dire nous désidentifier de la douleur et de la colère, des émotions négatives. Donc, si nous sommes activés dans une situation précise, hein, c'était aussi une partie de ta question, par exemple, je suis en train d'observer que je suis en train de monter dans les tours, à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a des sensations désagréables, j'ai la colère qui monte. Mon premier réflexe, au plus je m'entraîne, et je peux aussi utiliser des points de tapping, hein, de stimulation de points d'acupression, le FT, RIMAP, TAT, logosynthèse, il y a toute une série d'outils qui permettent de travailler ça aussi, qui viennent complémenter encore cette démarche. Eh bien, je vais mettre en place une de ces stimulations de points, où je vais faire un exercice mental, où je vais juste réaliser que je suis passé en mode fight, flight, freeze, donc fight, je deviens agressif, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui se sent attaquée, et donc, cette partie de moi, je vais chercher laquelle. Je vais me dire, OK, avant d'accuser l'autre, c'est qu'est-ce qui se passe en moi? Ça m'appartient. Il y a une partie de moi qui est touchée et qui est en train de réagir comme si j'étais agressé. Mais l'autre ne veut pas nécessairement m'attaquer. Et même s'il est en train de m'insulter,
Je ne suis pas obligé de boire le poison et de croire que c'est vrai ce qu'il est en train de dire de moi, hein. Tous les noms d'oiseaux qu'il me lance, je ne suis pas obligé de les prendre. Donc, je vais essayer d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi afin de garder une distance émotionnelle et savoir aussi que c'est pas le moment de discuter avec la personne parce que si je suis activé, je dois d'abord laisser descendre la casserole à pression, hein. Je dois vraiment couper le feu et pas uniquement diminuer le feu. Donc je vais dire à la personne, écoute, je me sens un peu activé, il y a un truc qui m'active, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je propose d'abord que j'aille voir ce qui m'active, peut-être de ton côté fait la même chose, et puis on revient à la communication dès qu'on est à nouveau suffisamment stabilisé, stable, que pour pouvoir essayer de vraiment communiquer et exprimer nos besoins. Donc, je vais observer d'où vient cette blessure et je vais peut-être m'en occuper tout seul si j'ai des outils pour ce faire, ou alors je vais le faire dans ma thérapie ou je vais voir un professionnel pour m'aider justement à régler ça. Donc, dès que j'observe cette agressivité, ou si j'observe que j'ai envie de fuir, j'ai envie d'éviter la situation, un mécanisme d'évitement, ben je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Si je suis complètement tétanisé, confus, pas clair en moi, ben c'est le freeze, c'est qu'il y a une part de moi aussi qui est hyper activée. On peut aussi repérer ça dans des comportements. Donc, par exemple, donc il y a les angoisses, l'anxiété, la peur. C'est ce qu'on appellerait le premier ordre de dissociation. C'est vraiment la première réaction à une situation, une personne qui m'a activé. Le second niveau de dissociation, c'est ce qu'on appelle les mécanismes d'évitement. Et là, par exemple, on va trouver les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, donc les troubles de vérification, par exemple. Il faut que je vérifie 22 fois si j'ai bien fermé le gaz ou la fenêtre. Les troubles de propreté, il faut que je me lave les mains tout le temps. Ce sont des troubles qui peuvent, les ruminations mentales, donc les pensées récurrentes qui viennent comme ça tout le temps m'envahir et qui m'empêchent de fonctionner. Certaines personnes peuvent être tellement polluées que ça peut leur prendre 2, 3, 4 heures par jour, quelquefois même plus sur leur journée. Ça peut vraiment les paralyser complètement dans leur vie. Toutes les addictions, donc par exemple cigarettes, alcool, le sexe, le boulot, l'addiction au boulot, le sport, l'addiction au sport, donc la bouffe, etc. Donc toutes les addictions, les phobies aussi. Et si on a un mix d'un peu tout ça, mais c'est souvent qu'il y a des blessures plus importantes derrière. Et évidemment, aller travailler sur le symptôme lui-même, sur par exemple la cigarette, ça ne servira à rien. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà observé, tu l'as peut-être déjà observé toi-même, beaucoup de personnes disent bah, j'arrête de fumer, et puis effectivement, soit ils y arrivent, mais alors ils déplacent le symptôme sur autre chose et ils prennent 10 kilos ou 20 kilos, ou alors ils recommencent tout doucement à reprendre leurs symptômes parce que en ayant enlevé le symptôme d'évitement, ils sont de nouveau en connexion avec l'angoisse, la peur ou la douleur, et du coup, ben, ils reprennent ce qui les empêchait justement d'être en connexion avec cette douleur ou cette angoisse. Donc, tout ça sont des mécanismes qu'on peut travailler avec ce type d'outils en permettant de diminuer vraiment diminuer réellement l'impact de l'angoisse et de la peur, de la douleur dans notre système, et puis peu à peu aller retrouver les racines que nous devons réellement travailler pour désactiver tout ça. Ce qui nous permet d'être moins réactifs à l'autre quand il est lui-même nerveux ou en colère, ou plus rapidement récupérer et retrouver un calme et dire ok, j'observe que tu es en colère, j'ai peut-être dit quelque chose qui t'a touché, je suis désolé d'avoir dit ça, je ne sais pas ce qui t'a touché exactement, mais j'aimerais bien vraiment comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc, si je m'exprime comme ça, évidemment, je suis dans mon self, dans cet état intérieur, où je suis simplement en écoute à 100%, et du coup, je peux mieux répondre aux besoins de l'autre qui est d'être entendu. Ça ne veut pas dire que je dois nécessairement être d'accord avec l'autre, mais je peux en tout cas lui montrer que je l'entends et que je peux effectivement garder plus de distance émotionnelle. Et si je n'y arrive pas directement, je peux simplement lui dire, écoute, je n'y arrive pas pour le moment, je propose de prendre un petit peu de recul l'un et l'autre, et puis on en reparle dans une heure ou demain, quand on a la tête reposée. Voilà. Merci. Tu parlais tout à l'heure, donc, tu faisais une certaine comparaison avec d'autres outils. Comment est-ce que tu comparerais justement le self, la présence à soi, une réaction et de la compassion, donc comme étant en fait déjà une remise en question profonde de soi-même, puisqu'il faut quand même arriver à relativiser et avoir les outils en main pour pouvoir faire tout ça. Mais comment est-ce que tu comparais ces outils avec justement les autres comme le TOT, le TAT, le RIMAP, etc. Donc, est-ce que tu suggérais ces outils dans l'utilisation pour certains cadres plutôt que d'autres ou Mais bon, je pense que ces outils, on peut les utiliser dans à peu près tous les systèmes. Parce que ce qui est surtout important de comprendre, c'est que par exemple, si je fais une thérapie purement conversationnelle et que je m'adresse à des choses très lourdes,
La personne, dès qu'elle va passer dans ce mode survie, donc par exemple penser à ce qui nous a activé, ce que nous avons vécu, peut redéclencher chez nous les mêmes symptômes, les mêmes réactions, parce que c'est ça les mémoires. Les mémoires, quand on n'a pas réussi à les digérer, eh bien, elles comportent tous nos sens. C'est vraiment l'ensemble de nos sens, plus les croyances, plus les fantasmes qu'on a pu développer autour d'un problème. Donc si par exemple j'ai été une fois agressé, ou j'ai été plusieurs fois agressé, je peux développer vraiment toute une série de réponses de stress rien qu'en repensant à l'agression ou en me baladant dans un certain type de quartier qui va me renvoyer une certaine partie des mémoires qui ont été enregistrées lorsque j'ai été agressé. Ça peut être aussi des musiques, des odeurs, etc. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai traité une personne qui avait été au sein d'une institution qui avait été agressée. Quelqu'un avait pété un câble, était rentré avec un riot gun. Le seul fait de voir une arme à la télévision ou dans une revue, la personne passait en mode fuite instantanément, avec une crise de panique, et donc se mettait à courir, mais comme une dératée. Il n'y avait plus moyen de la raisonner, donc c'était vraiment instantané. C'était une demi-seconde et elle partait. Donc si elle était en rue, elle pouvait traverser la route sans regarder s'il y avait des voitures, donc elle se mettait en danger. Donc on a pu travailler sur ça, mais c'est vrai que si c'est très 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 réactif, si je vais simplement parler, ça va me prendre énormément de temps parce que, hein, je te rappelle, le cerveau reptilien, quand il passe dans ce mode survie, coupe l'accès au cerveau pensant. Donc le cerveau pensant, il tourne en rond. Donc tu as peut-être déjà observé, ça, hein, si je reprends l'exemple du couple qui se dispute, il y a une partie de nous qui peut se dire, mais pourquoi je me mets dans un état pareil pour un bête bouquin, mais on n'arrive pas à se calmer. Parce qu'il n'a plus d'accès. Donc le reptilien, pour gagner du temps, pour nous aider à mieux survivre, que fait-il? Il coupe l'accès et donc il dit, mon grand, tu peux penser tout seul dans ton coin, mais je m'intéresse plus à ce que tu fais. Moi, je m'adresse au limbique pour avoir des munitions pour pouvoir me battre ou m'enfuir ou me cacher. Et pour le reste, j'agis de façon à survivre, même si c'est aberrant. Hein. Donc, je me rappelle, il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, 10, 12 ans, j'avais vu un reportage au journal télévisé. On voyait un grand building qui était en feu, c'était à Bruxelles, et on voyait des gens qui sautaient du deuxième, du troisième étage et qui mouraient. Alors qu'on voyait les pompiers arriver avec la grande échelle. Donc ils attendaient 5 minutes de plus. Le feu était plusieurs étages au-dessus. Ils auraient pu tout à fait sortir, mais ils sont passés dans un mode vraiment fuite. Et pour eux, c'était insupportable de rester dans le bâtiment. Ils ne pouvaient pas passer par la cage d'escalier. Ils sont passés par la fenêtre, ne réalisant pas qu'ils se mettaient en danger et que, pour certains, ils se sont mis dans une situation bien plus dangereuse que s'ils étaient restés simplement à attendre quelques minutes de plus la grande échelle. Donc, c'est vraiment un système de réponse. Et donc, au niveau des outils, eh bien, je vais utiliser certains outils pour aller travailler sur des choses un peu plus difficiles, plus complexes, mais je vais utiliser la respiration comme, par exemple, un soutien à la thérapie, si la personne est en thérapie, entre deux sessions, parce que ça va lui redonner une capacité d'autonomie qu'il n'a plus. Et donc le but, évidemment, c'est de l'indépendantiser, l'autonomiser le plus possible, le plus vite possible, tout en respectant son rythme. Donc on ne force jamais. Évidemment, le but n'est pas de le mettre dehors en lui disant après une session, voilà, vous êtes guéri, au revoir. Le but, c'est, s'il est en thérapie, on va travailler avec lui sur le fond, on va observer si entre deux sessions, il arrive à s'occuper de lui. Si c'est le cas, c'est le signe qu'il y a là quand même du self qui est suffisamment dégagé, qui va lui permettre, et nous permet de travailler sur des ressources. Donc, par exemple, lui dire, mais tiens, mais repense un peu à ton prof qui t'avait félicité quand tu prenais la parole en public. Ça, c'est une vraie ressource, tu avais pu le faire. Hein, et on va essayer d'ancrer, d'amplifier cet effet positif et bénéfique pour la personne en utilisant soit la parole, soit la stimulation de points, soit certains outils qui permettent d'aller ancrer encore plus profondément, l'hypnose par exemple, ancrer plus profondément les effets bénéfiques, donc les ressources. Donc tous ces outils sont des outils qui sont complémentaires les uns aux autres, et en fonction de la personne avec qui on travaille, on va utiliser plutôt tel ou tel outil en fonction de la personnalité. Si la personne est très très dans le contrôle, très dans le mental, je ne vais pas aller avec des thérapies conversationnelles qui vont maintenir la personne dans le mental. Parce que là, je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis assis. Je ne vais pas réussir à travailler avec ce type de personne. Je vais peut-être utiliser des façons un peu plus corporelles, physiques, pour essayer de bypasser le mental, de reconnecter la personne à son corps, au ressenti émotionnel et sensoriel, et de là aller désactiver ce qu'elle a. Alors à nouveau, les exercices de respiration, la visualisation, cette présence à soi, et évidemment chaque fois expliquer au client, au patient, ce qu'il vit. Lui dire, tiens, mais ça, ce que tu es en train d'expliquer, c'est du fight, hein, c'est le mode combat. Ça, c'est plutôt fuite. Tu vois, tu essayes d'éviter ce type de circonstances, d'environnement, de personnes.
Ça, c'est freeze, hein. Il y a une partie de toi qui perd complètement ses moyens, tu perds les pédales et tu ne sais plus comment du tout te positionner, tu n'oses même plus répondre. Ça, c'est freeze. Donc, c'est nommer les choses pour que la personne puisse réintégrer des grilles de lecture qui lui permettent de mieux comprendre ce qu'il vit. D'accord? Oui, merci. Là, on est plutôt dans un cadre thérapeutique ou en tout cas de rapport à autrui. Maintenant, tu l'as mentionné à quelques reprises, quel est vraiment le bénéfice pour quelqu'un hors cadre de conflit? Donc, ça signifie vraiment au quotidien. Est-ce que cela peut justement, lorsque la personne se retrouve confrontée à elle-même, ces outils peuvent-ils être justement bénéfiques pour gérer des situations un peu plus confuses, prendre des choix décisionnels à des tournants différents dans leur vie, etc. Est-ce que ces outils peuvent être bénéfiques au commun des mortels dans leur vie de tous les jours? Ben oui, bien sûr, hein. Donc, ce qui se passe, c'est que si, si j'arrive à mieux stimuler mon système parasympathique, c'est-à-dire à mieux l'entraîner, hein, que va-t-il se passer? Ben, je prends beaucoup moins de stress. Donc automatiquement déjà, bon, il y a plein d'impacts, hein. Rien que de ce point de vue-là, ça veut dire qu'on a une meilleure santé, notre système immunitaire fonctionnera mieux, hein. Je rappelle que par exemple, quand on a une crise, hein, je passe en mode fight, flight, freeze, mon niveau de cortisol, qui est une hormone de stress, s'envole, mais mon corps ne sait pas répondre à ce niveau de cortisol. Donc il ne sait pas, c'est très volatile le cortisol, donc il va être obligé de sécréter du cortisol très rapidement pour répondre à l'alerte. Mais comme il n'a pas le temps de sécréter de zéro, que va-t-il faire? Le cerveau va chercher une hormone qui est déjà présente dans le corps à suffisance et qui ressemble beaucoup au cortisol. C'est la DHEA. Et la DHEA, c'est l'hormone qui est dédiée au système immunitaire. Donc, dans le même moment où j'ai par exemple un coup de gueule parce qu'au volant, quelqu'un me fait une queue de poisson, bien, mon système immunitaire peut perdre jusqu'à 40% de son efficacité. Donc, c'est énorme. Donc, imaginez des gens qui sont sous stress constant, bien, ils fonctionnent qu'entre 60 et 100% de leur système immunitaire. Ça veut dire qu'ils vont choper plus de maladies, s'ils se blessent, ils vont récupérer, cicatriser moins vite, recalcifier moins vite s'ils ont des os cassés par exemple. Ils peuvent déclencher à moyen terme ou à long terme certains types de maladies comme des maladies cardiovasculaires, du diabète, des maladies auto-immunes aussi, de la colère qu'on n'arrive pas à digérer, qui se retourne contre nous. Et donc on a énormément de personnes touchées. Je lisais une interview sur la RTBF il n'y a pas longtemps qui parlait de 450 000 employés qui avaient été sur l'année touchés par une partie de burn-out, début de burn-out ou un burn-out déclaré. Donc c'est énorme. Hein, donc 450 000 employés, c'est gigantesque. Et ça, c'est pour ceux qui déclarent ça. C'est même pas pour ceux qui ne le déclarent pas. Donc ça veut dire que rien que les niveaux de stress, évidemment, sont importants à gérer. Même les gens qui disent, mais moi je suis habitué à mon stress, c'est normal mon stress. Ben, c'est pas vrai, c'est pas normal. Il y a un niveau de stress normal, il y a un niveau de stress qui n'est pas. Je vais te montrer un exemple classique. On est habitué à faire des choses, mais qui ne sont pas nécessairement saines pour nous. Si tu croises les bras, par exemple, comme ça, donc essaye-le de ton côté, Raphaël, puis je te dis simplement, ben, croise à l'envers. D'abord, tu vas voir que tu vas chercher un petit peu pour savoir comment tu vas faire, puis tu vas pas te sentir à l'aise. Il y a un truc qui va pas, quoi. Je me sens pas bien. Tu observes ça? Tu es là? Oui, absolument, excusez-moi, il y a eu un léger problème technique. Oui, absolument, il y a une gêne, Donc, ça, par exemple, ce sont des connexions neurologiques. Donc, ce sont des réseaux hein, neurologiques, donc des mémoires, si tu veux, des neurones qui s'installent et qui sont tellement habitués à faire certains types de choses, de comportements, de pensées, que dès que tu changes une partie du comportement, ça crée un inconfort. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on retrouve des personnes qui peuvent avoir une maltraitance dans leur vie au quotidien, qui retournent chez la personne qui les maltraite. Hein, donc, par exemple, des femmes ou des hommes qui sont maltraités ou battus, vont avoir tendance à retourner soit chez leur conjoint, conjointe, soit chez un type de personne qui les maltraite. Parce que les niveaux de stress sont habituels et quand ils ne sont pas à ce niveau-là, ils ne trouvent pas ça normal. Il y a un truc qui leur manque. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas bien. Donc, évidemment, tous ces types d'exercices de respiration, de visualisation ou de stimulation de points sont hyper importants pour réhabituer notre système à un niveau de stress normal, c'est-à-dire qui est dans une couche tout à fait logique et normale. Il y a aussi un autre exercice qu'on pourrait faire. Si par exemple je te dis, tiens, mais croise les chevilles, donc mes chevilles sur chevilles, et puis tu observes si c'est la cheville gauche qui est dessus ou si c'est la cheville droite, et en fonction de la cheville qui est au-dessus, tu mets à l'inverse le bras. Enfin, tu mets poignet sur poignet, mais à l'inverse. Donc si c'est la cheville gauche qui est au-dessus, tu mets le poignet droit au-dessus du poignet gauche. Comme ça, d'accord? Puis tu vas joindre les mains, tu ramènes les mains vers toi, et tu vas respirer normalement, mais quand tu inspires, tu poseras la langue contre le palais, et quand tu expires, tu poses la langue contre les dents du bas.
Si tu fais ça ici une petite minute, on va essayer quelques dizaines de secondes. Donc langue en haut à l'inspire, langue en bas à l'expire. C'est ce qu'on appelle le cook hooks up, donc le crochet de Cook vers le haut, ou le nœud de Cook en français. Et tu vas observer normalement que ton système va se détendre. Ça travaille sur la polarité, sur les cellules. Donc par exemple, c'est aussi une façon d'aller observer si vous êtes stressé. Si je fais ça, que j'observe que ça se détend, ben génial, je respire, je me détends. Si j'observe que ça ne se détend pas, eh bien il y a des petits exercices qui peuvent être faits, qu'on voit notamment dans les journées de formation à la présence, à la compassion. Hein, ce sont tous des petits outils qu'on va utiliser pour amener la personne à pouvoir très rapidement se remettre dans un état plus zen ou plus stable. Mais si tu vois que ça te stresse, eh bien, on peut aussi faire d'autres types d'exercices. Donc, par exemple, il y aura des exercices plus posés sur le mental ou de visualisation, ou de respiration, qui vont permettre justement de ne plus prendre autant de stress sur ta journée. Si tu prends du stress, ça veut dire aussi que tu perds en concentration et en mémorisation. Donc, tu es moins sur la balle. Hein, et donc, on sait qu'une concentration normale, après une heure, commence à baisser. Donc, par exemple, toutes les heures, il y a des petits exercices que tu peux faire pendant une petite minute, 2 minutes, qui vont permettre de te maintenir à un niveau de concentration, de mémorisation optimal. Et si tu peux faire ça, ben, c'est génial, parce que du coup, tu vas apprendre plus vite, tu vas pouvoir accomplir tes tâches plus rapidement, de meilleure façon, et donc tu enlèves énormément de stress sur ta journée, puisque tu peux accomplir tes tâches dans des conditions tout à fait normales et optimales. Si tu ne fais pas tout ce type d'exercice, eh bien évidemment, tu vas devoir utiliser beaucoup plus de temps, donc ça va te stresser, d'énervement, etc., etc. Il y a plus de pression environnementale aussi qui va être amenée sur toi et que toi-même tu vas te poser en disant ah oui je dois le faire, j'ai pas encore fait ça, j'ai fait que ça, oh là là, ça va pas. Et du coup je pars dans des ruminations mentales qui me sabotent, alors que si je fais des exercices de zen comme ça, voilà, je reviens juste à moi, je prends une profonde inspiration, puis j'expire, j'imagine que j'envoie de la compassion. Très rapidement, mon système va se calmer et je vais pouvoir vraiment, vraiment revenir à moi et au moment présent. Je ne suis pas dans le passé, bloqué dans le passé, dans la nostalgie. Je ne suis pas non plus dans le futur, en train d'anticiper tout ce qui va se passer alors que il n'y a encore rien qui s'est passé. Hein, je peux vraiment être dans le moment présent, totalement présent à moi-même, à mes émotions, repérer s'il y a des choses qui me déclenchent, les mettre de côté, aller m'en occuper par moi-même si je connais des outils qui peuvent me permettre de faire certains autotraitements, aller me faire aider si c'est des choses trop sensibles que pour y aller tout seul, et je peux faire ça régulièrement pour installer peu à peu une certaine pérennité, hein, une certaine stabilité, ce qu'on va appeler aussi une équanimité, hein, une égalité d'humeur, qui va permettre justement d'être beaucoup plus heureux dans mon quotidien. C'est vraiment l'idée de, est-ce que j'observe, si je regarde le ciel, est-ce que je vois les nuages ou est-ce que je vois le ciel bleu? Et là, il y a une question de choix et de capacité à répondre à ce type de choix. Merci. Petite question maintenant qu'on voit que donc, les effets bénéfiques au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau santé, de quelle manière est-ce que l'apprentissage de ces outils est-il accessible à tout le monde? Combien de temps est-ce que ça prend? Et alors, élément un peu plus intéressant encore, ce serait est-ce qu'une fois qu'on a acquis justement ces outils, est-ce qu'il est facile de partager en tout cas les acquis de ceci avec son entourage de manière aisée? Oui, donc c'est clair que ça peut s'acquérir relativement vite. Bon, évidemment, la pratique, c'est la pratique. Hein. On ne peut pas faire la pratique à la place des gens. Mais à nouveau, si les personnes n'arrivent pas à se mettre à le faire alors que c'est des choses qui leur font du bien, prétextant qu'ils n'ont pas le temps, que nanani nanana, bon, ça, ce sont souvent des croyances bloquantes. Hein. C'est souvent des croyances parce que quand on le fait, en réalité, on gagne du temps. On va peut-être consacrer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure à soi, mais ce quart d'heure qu'on va consacrer à soi va nous faire gagner souvent des dizaines de minutes, voire plusieurs heures sur notre journée de travail ou simplement notre journée. Donc, c'est vraiment une question d'habitude. Donc, c'est des outils qui peuvent s'acquérir assez vite en termes d'outils. Il existe aussi, par exemple, des modules en e-learning. Hein, donc, il y a www.iipk, donc c'est IIPECA, trait d'union e-learning, donc ELEARNING.com. On peut trouver ça sur mon site. En description de la vidéo pour. Ok, génial. Donc, par exemple, il y a un module sur le self, la présence, où il y a justement tout un crescendo d'exercices. Par exemple, il y a aussi des formations qu'on donne. Hein. Je sais qu'il y a une formation ici à Limal dans un gros mois
Il y aura aussi une formation à Paris je pense, dans 2 mois ou dans 3 mois, euh, qui va se donner. Il y a aussi des formations sur la thérapie centrée sur la compassion. Ça, c'est des modules un peu plus longs parce que c'est des modules c'est 2 ou 3 niveaux de 3 jours, plus vraiment un module expérientiel où là, on passe 3, 4 jours à faire beaucoup, beaucoup de méditation. Mais il y a des modules beaucoup plus simples, comme ceux en e-learning, par exemple, qui peuvent être faits, ou ceux en résidentiel ici. Enfin, c'est pas en résidentiel, c'est en présentiel, qui peuvent se faire ici en 2, 3 jours, où on va vraiment apprendre toute une série d'outils, faire des pratiques, et quand on sort de là, on est vraiment, vraiment déjà bien outillé à pouvoir faire le travail par soi-même, en sachant que vous pouvez le faire par vous-même, et puis si jamais vous observez que vous n'y arrivez pas, ben, il y a peut-être une session ou 2 sessions à faire avec un accompagnant, juste pour aller débloquer ce qui nous empêcherait de bien ou de mieux nous occuper de nous. Et une fois que c'est fait, ben, on est parti. Hein, donc moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. Il y a énormément de ces outils que j'utilise sur moi-même tous les jours. Donc ça me permet de rester plus serein par rapport à toute une série d'événements de vie. Et voilà, ça ne m'empêche pas de m'activer, mais quand je m'active, je peux beaucoup plus rapidement me calmer, baisser dans les tours. Et c'est vrai qu'il y a toute une série de conflits ou de situations qui avant auraient pu m'activer très très longtemps, qui maintenant m'activent quelquefois quelques secondes ou quelques minutes, ou quelquefois même peut-être 10 minutes, mais ça devient de plus en plus rare que ça m'active pendant plusieurs heures. C'est rarissime. Et plusieurs journées, c'est encore plus rare. Donc voilà, je n'ai même plus souvenir d'avoir été activé pendant plusieurs jours par une situation. Donc il y a des situations qui nous permettent de digérer les événements, de prendre du recul, et puis de nous en occuper, soit en thérapie de fond, soit nous-mêmes, si on est outillé pour le faire. Donc c'est ouvert à tout le monde et c'est facile. Est-ce que dans la vie, là je pense à une tranche de la population un peu plus spécifique, est-ce que pour l'enfance, les enfants, est-ce que c'est un outil qui peut les aider non seulement à évoluer, à grandir et à se construire, mais également à affronter par la suite dans leur vie des épisodes qui sont que nous rencontrons en tant qu'adultes comme étant des problèmes insurmontables? Mais c'est clair qu'au plus tôt on apprend aux enfants à avoir ce type de réflexe, au mieux c'est, hein, parce que d'abord ils ont moins de blessures, et puis ça permet qu'ils en prennent moins. Donc, et alors c'est vrai qu'on va adapter simplement certains exercices à l'âge de l'enfant. Alors il y a des petites, par exemple, je sais qu'on peut trouver sur Internet, par exemple, la méditation de la grenouille, hein, c'est des petits exercices, on va faire la position de la grenouille, etc. Donc c'est tout à fait faisable. Ça n'a rien de compliqué. Donc on va adapter avec l'enfant, mais on ne force pas. Donc si l'enfant n'a pas envie, on ne va pas lui dire allez, il faut y aller, il faut y aller. Ça, ce serait évidemment contre-productif parce que ça renverrait à ce que j'ai nommé tout à l'heure, hein, tout ce à quoi on s'oppose résiste, tout ce à quoi je résiste persiste. Donc si on crée l'opposition, on va créer de la résistance. Donc on va expliquer à l'enfant pourquoi ce serait bien pour lui, on va lui montrer l'exemple aussi, et on va le faire en jeu, on va jouer. On dit tiens, on va jouer 5 minutes à faire respiration. On va jouer 5 minutes par exemple, utiliser son corps. Hein. Il y a un outil dont je n'ai pas beaucoup parlé, parce que c'est pas un outil de présence, mais c'est un outil qui peut permettre de travailler avec le corps, c'est TRE, hein, Trauma Release Exercise. Donc il y a des exercices qui permettent de réactiver le système sympathique et parasympathique pour décharger toutes les tensions physiques que nous pouvons avoir. Et avec les enfants, c'est génial, par exemple. Hein. Il y a des vidéos assez superbes avec des enfants. Les enfants adorent ça parce que c'est très rigolo. Ils commencent à trembler tout seuls. Mais on peut tout à fait faire ça en même temps qu'une méditation. On pourrait leur raconter une histoire. Hein. Je te rappelle que les enfants de 0 à 6 ans sont quasiment dans un état hypnotique constant. C'est une question de longueur d'onde du cerveau. Et donc, on peut vraiment faire des histoires. Si je raconte une histoire à l'enfant comme une métaphore, hein, un conte de fées, eh bien, je peux faire des histoires qui vont permettre à l'enfant de nettoyer certaines peurs ou de développer certaines compétences qu'ils imaginent ne pas avoir ou qu'ils n'osent pas mettre en place. Et je fais ça régulièrement. On a enregistré notamment toute une série de sessions d'hypnose, de self-coaching, qui servent à ça, soit à appuyer un travail personnel qui se fait en dehors d'une thérapie ou qui accompagne une thérapie, ou qui accompagne aussi des enfants. Hein, par exemple, il y a des histoires d'apprentissage, de mémoire, de mémorisation, des étudiants aussi, des étudiants à l'université, le stress des étudiants. Il y a vraiment toute une série d'outils de cet ordre-là qui peuvent être géniaux pour eux. Hein, c'est vraiment simple. Et s'ils le font un petit peu, ils peuvent accélérer leur capacité d'apprentissage, de mémoire, meilleure gestion du stress, moins de blocage. Par exemple, un étudiant qui perd ses moyens en examen, donc qui ne retrouve plus la réponse, c'est freeze, hein, c'est vraiment freeze. Donc si on arrive à travailler sur ce système,
ou un étudiant qui n'ose pas passer ses examens, donc il passe en flight, hein, c'est vraiment j'évite. Puis à nouveau, ce sont des cas qu'on peut aller travailler. Et ce type de travail permet vraiment énormément à mieux poser la situation pour un étudiant. Merci Gauthier. Euh, pour conclure, est-ce que tu pourrais partager avec les spectateurs certains éléments, certains outils, certains exercices en fait qu'ils pourraient déjà commencer à utiliser dès aujourd'hui? Et donc, il y en a un que j'ai déjà expliqué qui était la cohérence cardiaque, hein. Donc, c'est vraiment, si vous tapez par exemple Zen NC sur Internet, vous allez tomber sur une vignette. Il y en a plein, hein, cohérence cardiaque. Je l'aime bien parce qu'il y a un gong qui résonne après 5 secondes, donc vous n'êtes pas obligé de garder les yeux ouverts, vous pouvez aussi les fermer. Il y a aussi plein d'applis pour des iPhones ou pour des mobiles. Euh, Simplement déjà 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, c'est déjà une base. Si vous arrivez à le faire sans que, enfin, et que c'est fluide, vous n'êtes pas obligé de compter, alors je vous propose d'ajouter dans un tout premier temps à l'expiration, hein, imaginez que vous envoyez de la compassion dans le sens de l'amour inconditionnel à l'univers. Vous faites évidemment partie de l'univers, mais au départ c'est juste l'univers. Et déjà rien que voir comme ça, si vous arrivez à le faire, si vous arrivez à le faire, ben, continuez. Si vous n'arrivez pas à le faire au bout d'une minute, vous sentez que c'est un peu difficile, revenez simplement à la respiration. C'est qu'il y a quelque chose derrière qu'il faudrait peut-être nettoyer avant de pouvoir arriver à faire ce type d'exercice. Ça, c'est un type d'exercice, par exemple. Vous pouvez évidemment tenir un point d'acupression. Par exemple, si vous n'êtes pas une femme enceinte, gros intestin 4, c'est là, dans l'angle que font les os de l'index et du pouce. Si jamais vous êtes enceinte, vous pouvez stimuler le bord, par exemple, de l'index. Donc, c'est là où l'ongle rencontre la chair, hein, voilà, l'ongle. Et je vais sur le côté, là où l'ongle rencontre la chair. Donc, je vais tenir le poing, le masser ou simplement le tenir. Vous pouvez le faire au volant, par exemple. Euh, un petit exercice qui vient d'un de mes amis qui s'appelle Frédéric Vincent, qui est un module de zéro mental. Donc, c'est pas vraiment la présence, mais il y a un exercice aussi très intéressant que vous pouvez essayer d'appliquer. C'est par exemple, vous allez focaliser vos pensées. Si vous avez beaucoup d'envahissement de pensée, stimulez un point, faites la respiration. Mais si vraiment les pensées continuent à vous envahir, par exemple, portez votre attention, et Raphaël, je te propose d'essayer de le faire maintenant parce que ça va très vite. Porte ton attention sur le muscle, donc sur ta langue, sur le muscle de ta langue, et fais-le de façon à ce que la langue, le muscle ne bouge pas. Donc ton intention, c'est que ce muscle ne bouge pas. Et prends quelques dizaines de secondes, on va prendre une petite minute, juste à observer ce qui se passe, tout en stimulant le point. Et si tu sais le faire, tu respires en 5 secondes, 5 secondes. Si c'est trop compliqué, fais juste la mobilisation, la pensée sur la langue, hein, et on voit ce qui se passe. J'observe déjà immédiatement une relaxation de tout l'abdomen. Euh, Voilà. Voilà. Très très rapidement, les pensées vont se calmer. Et si tu ancres ça, si tu utilises ça avec en plus les outils de visualisation, de respiration, stimulation de points d'acupression, comme on voit dans certains outils, donc RIMAP, EFT, TAT, logosynthèse. Enfin, logosynthèse ne stimule pas des points, mais travaille sur le self, TAT aussi d'ailleurs. Eh bien, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment très rapidement acquérir des résultats. Au plus vous allez les entraîner, au plus vite le système va répondre au stimuli ou à l'arrêt du stimuli. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose, c'est un peu comme une musculation, hein. Au plus, si on fait des pompes, au plus vous faites des pompes, au plus vos biceps vont se développer, et au plus facile va devenir l'exercice, et au plus rapide le corps va répondre, et l'inconscient, le conscient vont répondre à la stimulation. Donc c'est vraiment une question d'entraînement. Je te remercie, un grand merci encore. Je rappelle à tous nos spectateurs donc que Yves sera présent à Limal en Belgique les 17, 18 et 19 novembre 2014 et à Paris le 1er, le 2 et le 3 avril 2015. Vous aurez l'occasion donc de rencontrer Yves, de suivre l'une de ses formations et évidemment de lui poser toutes les questions. Également, si vous voulez suivre des formations de manière plus libre à travers justement les solutions de e-learning, consultez la description de la vidéo diffusée sur YouTube où nous vous renverrons vers la plateforme IPK e-learning qui contient toutes les informations nécessaires. Je vous remercie, merci Yves à toi et à très bientôt. Merci. Bisous, ciao, ciao.